Je vous le dis, la NBA a un sérieux problème. Les Spurs ne devaient pas être aussi forts si tôt. Depuis début février, mes analyses montrent un bilan de 22 victoires pour 2 défaites, avec la meilleure attaque de la ligue, affichant une efficacité offensive folle de 124,4. Et il double ça avec la 4e défense, à 109,6. Pour moi, ce n'est pas juste une bonne série d'une équipe en avance, c'est le niveau d'un vrai prétendant au titre, menaçant directement le champion en titre, le Thunder d'Oklahoma City. Selon moi, la raison majeure de cette attaque numéro 1 des Spurs sur cette période, c'est qu'il est impossible de surcharger la défense contre eux. Ils ont tout simplement trop de joueurs capables de planter un panier à tout moment. Si vous aidez en défense, un autre joueur vous le fera payer. Si vous restez au marquage, vous devez assumer le 1 contre 1. Face à ces monstres, et ces derniers temps, aucune option n'est la bonne. Voilà ce qui a changé à San Antonio. Ce n'est plus seulement du talent, ils sont devenus un cauchemar à défendre. À commencer par Victor Wembanyama, et j'ai 3 actions pour vous le prouver. Ici, il dissuade Bam Adebayo au cercle, récupère le ballon de Barnes, puis transforme un panier NBA en mini panier pour enfants avec ce dunk. Franchement, waouh! Sur cette séquence, Miami défend pourtant bien sur le premier pick and roll. Alors, les Spurs font circuler la balle. Carter Bryant est libre au poste, forçant Bam à monter, ce qui libère Wemby. Pour moi, ces alley-oops ressemblent à un jeu d'enfant. Mais il ne fait pas que ridiculiser les arceaux de la NBA. Il est aussi capable de faire ça, rentrer des tirs à 3 points avec une fluidité déconcertante. C'est l'insoluble problème Wembanyama pour les défenses. Il n'est pas seulement dangereux en transition ou pour attraper des ballons au-dessus du cercle. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à poser le dribble, à se créer son propre tir et à vous punir à mi-distance. On ne défend pas sur un simple joueur, mais sur une menace absolue capable de scorer sur les 3 niveaux. Et s'il atteint sa zone de confort, vous ne pouvez absolument rien faire. Impossible de contrer son tir et personne ne l'arrête au cercle. Alors si vous ne le fatiguez pas dès le départ, laissez tomber, c'est la fiche assurée. Passons maintenant à Stephen Castle, qui est selon moi l'un des grands artisans de cette explosion offensive. Il joue déjà comme un arrière totalement accompli. Toute la saison, ma seule vraie interrogation concernait son tir à 3 points. Mais sur les 20 derniers matchs, la tendance s'est inversée. Castle tourne désormais à 41% à 3 points. C'était la dernière pièce manquante à son jeu, tant son profil global est déjà monstrueux. En attaque, c'est sa finition près du cercle qui me frappe. Il sait exactement comment se frayer un chemin n'importe où, pour ensuite conclure au panier de 1001 façons. Dunks, double appui, avec contact. Son arsenal de finition est déjà extrêmement riche, mais son plus grand apport reste sa faculté à lier le jeu. Sur les 20 derniers matchs, j'ai compté 7,4 passes par soir. Tout cela en limitant drastiquement ses ballons perdus. Passant de 3,4 ballons perdus sur les 41 matchs précédents à seulement 2,5 en ce moment. Clairement, les 2 gros soucis de Castle au début, c'était son tir extérieur et ses pertes de balles. Mais regardez, le gamin est en train de régler tout ça sous nos yeux, en direct. Rien que cela, ça change totalement la donne pour le potentiel offensif des Spurs. Parce que maintenant, Stephen Castle n'est plus ce joueur que les défenses peuvent snober ou ignorer. Désormais, il punit chaque oubli. Et croyez-moi, ça métamorphose complètement le jeu de son équipe. Passons maintenant à l'autre jeune pépite à l'arrière, Dylan Harper. Il n'est que rookie, mais franchement, j'ai l'impression qu'il devient plus fort à chaque nouvelle rencontre. Sur cette action, il attaque directement Davion Mitchell, un sacré client en défense. Mais là, Harper lui impose son physique avant de finir au-dessus de lui. Puis sur cette séquence, il profite d'un duel favorable face à Tyler Hero, et là encore, il l'enfonce tout droit pour marquer son double pas. Sans oublier le petit geste de provocation après son panier. Regardez-moi aussi la qualité de ses appuis. Ici, il se retrouve face à Davion Mitchell et Bam Adebayo, 2 monstres défensifs de la ligue. Admirez sa gestion de la situation. D'abord, une feinte sur Bam pour le faire sauter. Puis il se faufile entre les deux pour finir avec un petit crochet du gauche. Sérieusement, sa panoplie offensive est beaucoup trop complète pour un simple débutant. À ce niveau-là, son potentiel futur me fait presque peur. Si je le compare directement à Castle, c'est parce qu'ils avaient la même faiblesse au tir à 3 points. Un sujet brûlant en début d'année, surtout quand on doit évoluer aux côtés de Victor Wembanyama. Il lui faut absolument des shooters autour de lui, afin de libérer la raquette et de punir les défenses qui tentent de le doubler. Et tout comme la progression fulgurante de Stephen Castle longue distance, Dylan Harper affiche désormais 44% à 3 points sur les 20 derniers matchs, contre seulement 28% sur les 40 précédents. Il faut saluer le travail de ces 2 joueurs. Ils ont bossé sans relâche pour corriger leur tir extérieur. Et même si le chantier n'est pas tout à fait fini, leur niveau de réussite récent à 3 points reste extrêmement impressionnant.
Puis, à l'image de Castle, Harper apporte déjà tellement dans d'autres domaines que ce tir extérieur semble être la pièce manquante, d'autant que c'est un athlète redoutable quand il s'y met. Parlons maintenant de De'Aaron Fox. Ses statistiques sur cette période ne sont pas extravagantes, mais son importance dans leur système offensif saute aux yeux. Il peut attaquer le cercle quand il veut. Son premier pas dévastateur reste l'un des plus rapides de toute la NBA, ce qui lui permet de finir directement au panier, ou bien il peut s'arrêter net pour planter un tir à mi-distance, tout en restant capable d'étirer la défense avec son tir de loin. Sur les 20 derniers matchs, il tourne à 32% de loin pour 17,6 points de moyenne. Et clairement, ce sont des statistiques que je veux voir augmenter avant le début des playoffs. Mais si cette progression offensive vous impressionne, je pense que ce n'est même pas le côté le plus effrayant de cette équipe. Car une fois passé leur incroyable force d'attaque, il faut encore réussir à marquer face à leur mur défensif. Et par là, je veux dire faire face à Victor Wembanyama. Il n'existe aucun équivalent à ce qu'il fait pour protéger son arceau. Marquer face à lui semble tout simplement mission impossible. Franchement, ça semble impossible. Les attaquants pensent avoir le champ libre et soudain, leur tir disparaît complètement. Et le plus dingue avec lui, c'est que ce n'est pas juste un géant planté sous le cercle à attendre les défis. Les équipes tentent de le faire bouger, sauf qu'il couvre le terrain comme personne d'autre. De sa taille n'a jamais su le faire, revenant direct au cercle pour stopper le tir. Non seulement il détruit tout dans la raquette, mais il peut aussi faire glisser ses grands appuis pour tenir tête aux joueurs extérieurs. Je n'ai jamais vu un tel défenseur de ma vie. Et autour de lui, le collectif des Spurs prend tout son sens. Stephen Castle est déjà un excellent défenseur sur le porteur. De'Aaron Fox est bien meilleur dans ce domaine que ce que les gens croient. Devin Vassell a l'envergure et les mains actives pour harceler l'adversaire. Julian Champagny se donne à fond en défense. Et puis, il y a d'autres profils comme Harper, Harrison Barnes et Keldon Johnson qui ne se laissent absolument jamais faire de ce côté du terrain. Même s'ils n'avaient aucune autre solution défensive à part Wemby, ils s'en sortiraient déjà très bien de ce côté du terrain. Mais c'est 10 fois pire pour l'adversaire quand ils ont de vrais bons lieutenants autour de lui. C'est la raison majeure pour laquelle OKC galère autant face à eux. D'habitude, OKC met une pression folle grâce à sa défense, avant de cibler impitoyablement le maillon le plus faible de votre attaque. Mais face à San Antonio, non seulement les Spurs limitent super bien leur ballon perdu, mais il n'y a aucun maillon faible évident que Shai Gilgeous-Alexander peut cibler. Voilà pourquoi les Spurs les ont battus 4 fois sur 5 cette saison. Et puis, parlons de Carter Bryant. C'est là que ça devient absurde, car son action contre Miami n'était pas un simple contre sympa. C'est l'un des gestes défensifs les plus fous vus cette saison. Pelle Larson part en contre-attaque. Bryant monte alors si haut pour contrer que son coude heurte littéralement le cercle. Je veux dire, regardez cet arrêt sur image. Sa tête dépasse largement le cercle, son coude le touche. C'est du grand délire. Voilà pourquoi Carter Bryant est si crucial pour l'équipe. Ce n'est pas juste un athlète hors norme. Ses qualités défensives font déjà la différence dans les moments décisifs qui font gagner. Il cavale partout, couvre l'espace, joue avec la rage de vaincre et apporte. À San Antonio, un joueur de banc capable de verrouiller l'accès à leur propre panier. En plus, ses tirs à 3 points lui permettent de gratter du temps de jeu. Quand on parle du plafond défensif des Spurs, Carter Bryant fait absolument partie des pièces maîtresses. Mais c'est maintenant que le vrai débat commence. Car la saison régulière et les playoffs, ça n'a absolument rien à voir. J'ai déjà vu ça avec de jeunes équipes. Elles explosent tôt. Elles impressionnent tout le monde, affichent des stats monstrueuses, et on s'imagine que leur progression est déjà bouclée. Mais la phase finale arrive. L'impact physique augmente, le jeu ralentit, la moindre erreur se paye cash. Et d'un coup, tout devient beaucoup plus fragile. C'est là qu'on voit souvent ces jeunes groupes trébucher bien plus tôt que prévu. C'est une épreuve que San Antonio n'a pas encore eu à traverser. La toute prochaine minute que Victor Wembanyama jouera en play-off sera sa toute première. Stephen Castle ne connaît pas ça. Dylan Harper n'est pas passé par là. Et tellement d'autres joueurs de cet effectif n'ont absolument aucun vécu à ce niveau. Attention, je ne dis pas pour autant que ces Spurs sont des imposteurs. Je dis juste qu'il y a un gouffre entre cartonner en mars et briller quand une défense a 7 matchs entiers pour disséquer vos moindres défauts. Et selon mon analyse, c'est là que De'Aaron Fox devient le facteur clé absolu de toute cette équation. Car en play-off, je sais que les Spurs vont exiger bien plus de lui. C'est tout bête, ils vont avoir besoin de ses cartons au scoring. Ils auront besoin qu'il prenne le contrôle des possessions. Ils vont avoir besoin de son calme, et ils vont chercher un gars qui a déjà vécu ça.
qui sait exactement quoi faire quand le jeu offensif se grippe. Fox est quasiment le seul joueur de cet effectif, capable de calmer le jeu et de stabiliser la possession quand la pression devient trop lourde pour les jeunes. Il possède toujours ce premier pas élite. Et les soirs où l'attaque coince, je peux vous dire que ça devient capital. Car si Cassell commence à perdre des ballons bêtement, ou si Dylan Harper se laisse dépasser par le rythme, les Spurs vont immédiatement se tourner vers De'Aaron Fox pour leur offrir des paniers cruciaux et stabiliser tout le navire. Voilà pourquoi j'en fais mon facteur X ultime. Si Fox peut assumer ce rôle, s'il augmente sa moyenne de points par rapport aux 20 derniers matchs et porte l'attaque sur ses épaules, alors le plafond de cette équipe explose, car je crois dur comme fer en leur défense. Je suis convaincu que leur défense va tenir le choc. Wemby va toujours mesurer ses 2,24 m. Il continuera d'effacer les tirs près du cercle et Cassell de se donner à fond. Leur taille à tous les postes, combinée à leur vitesse, fera toujours la différence. Ma vraie question concerne leur attaque. Stephen Cassell saura-t-il limiter ses pertes de balles sous haute pression? Harper pourra-t-il continuer à faire des choix intelligents et calculés? Le tir extérieur autour de Wemby pourra-t-il punir les défenses? Et est-ce que Fox saura stabiliser l'attaque quand le match va devenir un combat de tranchées? Car je sais que ces Spurs n'ont pas besoin d'une attaque historique pour faire un gros coup. Il leur suffit d'être correct en attaque pour laisser leur défense faire la différence. Et c'est exactement pour ça que je trouve cette équipe si fascinante. En oubliant leur jeunesse pour ne regarder que les stats et les vidéos, et leur style de jeu, vous et moi pourrions carrément les voir remporter l'Ouest. Mais le poids de l'histoire existe. Et demander à un groupe aussi jeune, sans aucun vécu en play-off, de viser le titre, c'est trop demandé. C'est pourquoi, selon moi, une finale de conférence serait déjà un objectif très réaliste. Et c'est déjà un cap énorme. Car on parlait d'une équipe que la plupart d'entre nous voyaient à peine gratter le play-in. Et aujourd'hui, il s'impose déjà comme l'un des pires cauchemars de toute la ligue. Même s'ils ne décrochent pas la bague cette année, toute la NBA va devoir garder un œil très attentif sur eux. Parce que ce succès n'a rien de temporaire. Et qu'ils ne font que monter. Et si vous voulez comprendre quelle autre franchise de l'Ouest monte en puissance au meilleur moment, alors vous devez absolument aller voir Je fais un focus sur les Lakers, parce que là ils commencent à devenir sacrément dangereux. Et si vous voulez creuser le sujet, cliquez ici pour découvrir ma vidéo de décryptage complète dès maintenant.